Regardez à la 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, des dizaines de martyrs et de blessés palestiniens suite à des bombardements sionistes sur Jabalia, Nusayrat al-Marazi ou encore Al-Bouraïj. L'hôpital Kamal Adwan a lui aussi été ciblé par un drone. Bilan, 11 martyrs. Situation humanitaire précaire dans l'enclave palestinienne, une forte augmentation du nombre de ménages souffrant de famine grave dans le centre et le sud. Les populations se préparent à affronter l'hiver dans des abris de fortune improvisés sur des décombres. Le Liban, où la barbarie sioniste sévit encore, 17 Libanais, dont une mère et ses 4 enfants, sont tombés en martyrs dans la ville de Shamstar, à l'est du pays, au moment où Joseph Borrell, en visite officielle à Beyrouth, s'est entretenu avec Najib Mikati et Nabih Berri. Et puis on parlera climat ce soir. Les négociations au sommet de la COP29 ont finalement échoué hier à Bakou en Azerbaïdjan suite à l'offre financière proposée par les pays riches aux pays pauvres, au moment où 300 milliards de dollars par an pour les pays en développement ont été approuvés. Et enfin, l'opération spéciale russe en Ukraine vient de dépasser le cap des 1000 jours. Kiev dénonce l'utilisation par Moscou des nouveaux missiles Oreshnik, jusque-là méconnus. Pour Vladimir Poutine, c'est une juste réponse à l'OTAN et aux États-Unis. Bonsoir à tous. De nouveaux bombardements sionistes ont fait des ravages ce dimanche sur les camps de réfugiés de Jabalia et de Nusayrat au nord et au centre de la bande de Gaza. Plusieurs martyrs et blessés sont à déplorer. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces d'occupation ont par ailleurs ouvert le feu sur des Palestiniens qui tentaient de fuir le camp de Jabalia au nord de l'enclave, sous blocus depuis plus de 50 jours. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 4 enfants, et plusieurs ont été blessés ce dimanche dans des frappes aériennes des forces d'occupation sionistes sur des maisons et des tentes dans les camps d'Al-Marazi et d'Al-Bouraïj au centre de la bande de Gaza. Je vous le disais donc, le centre et le sud de Gaza ont été le terrain d'une intensification des agressions sionistes. 3 Palestiniens sont d'ailleurs tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés dans des bombardements ayant ciblé des tentes de réfugiés à Nusayrat et à Rafah. Et puis au nord, le cauchemar continue. Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan, situé à Beit Lahia, a été grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche après une attaque de drone sur l'établissement, tandis qu'au moins 11 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes des forces d'occupation sionistes. Au 415e jour de l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 44 211 martyrs et 104 567 blessés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les forces d'occupation ont commis 4 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 35 morts et 94 blessés.
Les Palestiniens de Gaza contraints une énième fois à se déplacer contre leur gré dans un contexte d'intensification des bombardements. Des centaines de familles fuient leur maison, ne sachant pas où aller, alors que la famine se fait sentir et que le froid commence à s'installer dans la bande. Quelques 2,5 millions de personnes sont menacées de famine dans l'enclave palestinienne, une menace qui ne fait que s'accroître jour après jour, alors que les aides internationales ne pénètrent presque plus et que l'hiver approche à grands pas. Madame Zenzitouni. À Deir el-Balah, les boulangeries locales ont fermé pendant 5 jours cette semaine. Le prix d'un sac de pain a grimpé au-dessus de $13. Au moins 2 femmes ont été assassinées samedi alors qu'elles faisaient la queue pour avoir du pain. Hiba Adjam, qui était présente sur les lieux, raconte le drame qu'elle a vécu. Je suis donc allée à la boulangerie Zadna et j'ai constaté qu'il y avait eu des coups de feu et que 2 femmes avaient été blessées, l'une au cou et l'autre à la tête. Cela s'est passé sous mes yeux. Ils ont fermé la boulangerie. Il y avait une foule. J'ai essayé d'entrer dans l'espoir d'avoir du pain, mais je ne l'ai pas eu. J'ai pleuré. Comment vais-je apporter de la nourriture à mes frères? Ma mère est enceinte et mon père est blessé et personne ne m'a aidé. Nous n'avons pas de farine ni rien. Comme Hiba, Fadi Barbach a lui aussi passé la nuit devant la boulangerie dans l'espoir d'obtenir quelques miches de pain pour lui et sa famille. Mais vu la forte demande, il n'a malheureusement pas pu avoir sa ration. Je suis arrivé ici à 8 heures du soir et j'ai dormi jusqu'au lendemain matin, espérant obtenir du pain, mais je n'en ai pas eu. Mes enfants m'ont demandé du pain et je ne peux pas leur donner à cause de la forte demande. Le manque de nourriture et de sécurité a forcé certaines boulangeries à fermer dans le centre et le sud de Gaza, laissant la plupart des ménages souffrir de famine grave. La machine de guerre sioniste n'arrête pas d'utiliser la famine comme arme de guerre. Et c'est malheureusement au milieu des décombres que les Palestiniens de Gaza s'apprêtent donc à passer leur 2e hiver en plein génocide. Ne sachant pas où se réfugier, le froid constitue aujourd'hui l'une des majeures inquiétudes des habitants qui se préparent à affronter la saison dans des abris de fortune improvisés. Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons planté une tente dans une école, mais la dernière fois qu'il a plu, nous avons été submergés par les eaux. Nous avons réussi à nous en sortir en construisant des escaliers pour atteindre une salle de classe vide qui nous sert d'abri. Évidemment, nous subissons le froid et des conditions climatiques difficiles. Dans l'ensemble, les conditions de vie ici sont très difficiles. Nous avons réussi à trouver un endroit où vivre dans cette école. Nous venons du nord de Gaza où nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre seul moyen de subsistance qui était un grand supermarché. Les campagnes d'arrestation arbitraire se poursuivent en Cisjordanie occupée. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de samedi à dimanche au moins 12 Palestiniens dans les gouvernorats de Tol Karam, El Khalil, Naplouse, Jenin et Ariha. Les arrestations sont très souvent accompagnées d'agressions et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de destruction et de sabotage des maisons des Palestiniens. Au moins 144 colons sionistes ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa Al-Quds occupée sous la protection de la police d'occupation sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne, les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée et ont mené des marches provocatrices dans ses cours et effectué des rituels talmudiques.
Mandat d'arrêt contre 2 responsables sionistes. La ministre bolivienne des Affaires étrangères, Céline da Sousa, a souligné samedi que son pays soutenait la décision de la Cour pénale internationale, appelant à sa mise en œuvre, ajoutant que les occupants sionistes doivent payer le prix de tout ce qu'elles ont commis contre le peuple palestinien. Restez avec nous, les développements au Liban, c'est juste après ce jingle. Et c'est tout un quartier qui a été détruit. Il ne reste plus que des décombres après un violent raid sioniste sur un bâtiment à Shamstar, dans la région de Baalbek, à l'est du Liban, où au moins 17 Libanais sont tombés en martyrs, dont une mère et ses 4 enfants, selon le ministère libanais de la Santé. Il y avait une famille qui vivait dans 3 appartements de cet immeuble. 20 personnes qui travaillent dans des emplois modestes étaient à la maison. Elles gagnaient à peine leur vie et n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. Ce sont des gens pacifiques. Le sanguinaire israélien n'a eu aucune pitié pour ses enfants ni pour les femmes et ils ont commis un massacre. Ce massacre est une tâche non seulement sur Israël, mais sur tous les pays qui soutiennent Israël et qui observent ces actes criminels. De nouvelles frappes sionistes ont ciblé ce dimanche la banlieue sud de Beyrouth, où se sont intensifiés les raids des forces d'occupation sionistes ces derniers jours. Plusieurs martyrs et blessés sont à déplorer. Pour l'heure, le ministère libanais de la Santé n'a pas encore établi de bilan précis. Plus de 50 personnes sont tombées en martyrs samedi dans des frappes sionistes dans plusieurs régions du Liban, notamment à Beyrouth, où les habitants se sont réveillés sur le bruit de grosses explosions après des bombardements ayant détruit un immeuble dans le quartier de Basta, en plein cœur de la capitale, tandis que plusieurs frappes ont ciblé la banlieue sud de la ville et d'autres localités à l'est et au sud du pays. Choqués, effrayés, les habitants de Beyrouth ne se sentent plus en sécurité nulle part, alors que la plupart avaient déjà fui le sud de la ville, lourdement bombardé. Aujourd'hui, plus aucun endroit n'est sûr. Nous avons été déplacés de nos maisons à Dahiye, dans le sud, par peur de l'ennemi brutal qui cible les maisons des innocents, les quartiers résidentiels, les enfants et les personnes âgées. Nous avons fui vers Beyrouth parce que les habitants de Beyrouth nous ont protégés. Ils nous ont ouvert leurs maisons. Nous sommes tous une famille, nous sommes des fils de la même région. Ils ne faisaient pas de distinction en fonction de l'appartenance, de la religion ou de quoi que ce soit. Nous sommes musulmans en fin de compte. Ils nous ont ouvert leurs maisons. L'ennemi sioniste est revenu et a ciblé les maisons des innocents et des enfants qui n'avaient rien fait.
Ils disent qu'ils acceptent un cessez-le-feu, mais pourquoi alors intensifier la violence? Parce que nos hommes, que Dieu les protège, les tuent à Riem. Et dans le sud, ils ne les laissent pas respirer. À cause de cela, ils se vengent à Beyrouth. Et ils n'ont pas arrêté. Ils ont laissé faire depuis une semaine maintenant. Que Dieu protège la résistance. Et sans la résistance, il n'y aurait rien qui s'appelle le Liban. Et de son côté, la résistance libanaise reste toujours très active. Le Hezbollah a tiré ce dimanche une rafale de missiles en direction du sud des territoires palestiniens occupés où se trouvent la plupart des bases militaires sionistes. Et c'est donc en pleine intensification des agressions sionistes contre le Liban qu'a entamé le vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, une visite officielle dans la capitale, Beyrouth. Objectif, appeler à un cessez-le-feu immédiat dans la région. Le chef de la diplomatie européenne a d'ailleurs été reçu plus tôt dans la journée par le président du Parlement libanais, Nabih Berri, avec lequel il a eu des discussions approfondies. Lors d'une conférence de presse organisée plus tôt dans la journée, Josep Borrell a appelé à faire pression pour que les deux parties acceptent la proposition américaine de cessez-le-feu. On écoute. Il est tragique que nous n'ayons pas pu mettre un terme à cette guerre. Mais cela doit se produire et profitons de cette tragédie que nous avons vue au Liban et à Gaza pour éviter de nouvelles souffrances aux populations de la région. Nous devons faire pression sur le gouvernement israélien et maintenir la pression sur le Hezbollah pour qu'il accepte la proposition américaine de cessez-le-feu. Cela a été accepté. Cette proposition est en attente de l'accord final avec le gouvernement israélien. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie européenne a averti à Beyrouth que le Liban était au bord de l'effondrement. Le Liban est au bord de l'effondrement avec la guerre qui fait rage dans le sud où des dizaines de villages ont été entièrement détruits, les frappes aériennes contre Beyrouth et Baalbek et les roquettes qui volent au-dessus de Tel Aviv. Le bilan humain est extrêmement lourd. Les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 3500 personnes au Liban. Et alors que le poste suprême de président de la République au Liban reste vacant depuis 2 ans, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré en marge du point de presse que les dirigeants libanais se doivent d'élire un président au plus vite. Tous les efforts doivent être faits pour demander une élection présidentielle le plus tôt possible, car le peuple libanais a besoin d'un président, mais il a aussi besoin d'un cessez-le-feu, et il doit placer la souveraineté du Liban entre les mains du peuple libanais, et non dans un pouvoir interne, ni un État dans l'État, ni dans le fait que tout le monde kidnappe la souveraineté du peuple libanais. Des secouristes et des pompiers se sont déployés en masse ce dimanche sur le site d'une attaque sioniste meurtrière contre une position de l'armée libanaise près de Taïr, au sud du Liban. Bilan, 3 martyrs, dont un soldat et pas moins de 18 blessés. من الأشعة أشعة أول شيء عمل شو حكيم؟ ريال عفوا عم يصور مشكلة وراه À ce propos, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré que l'Union européenne est prête à allouer 200 millions d'euros aux forces armées libanaises.
En tant qu'Union européenne, nous soutenons le peuple libanais, l'armée libanaise et les institutions libanaises. Nous sommes prêts à consacrer 200 millions d'euros aux forces armées libanaises et j'ai demandé au Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, comme nous pouvons soutenir votre armée, non seulement financièrement mais aussi techniquement. Et je ferai la même chose au commandant en chef des forces armées libanaises. And I will do the same thing to the Lebanese Air Force Commander Aoun. On reste en Proche-Orient. Un homme armé a été tué et 3 policiers blessés après une fusillade près de l'ambassade de l'occupation sioniste à Amman, capitale de la Jordanie. La police jordanienne avait auparavant bouclé une zone proche de l'ambassade où se trouve un poste de police. L'Iran aura vendredi des discussions portant sur son programme nucléaire avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, 3 pays qui ont soumis un texte condamnant le manque de coopération prétendue de Téhéran sur ce dossier. Paris, Berlin et Londres, associés à Washington, sont à l'origine d'un texte critique du programme nucléaire iranien présenté lors d'une réunion à Vienne, au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On reste ensemble, l'actu en Afrique, c'est tout de suite. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres au cours de laquelle il a donné ses orientations aux membres du nouveau gouvernement afin de poursuivre la mise en œuvre de son programme présidentiel. Autre activité présidentielle qui a eu lieu au siège de la présidence de la République en présence de hauts responsables de l'État. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé ce dimanche la loi de finances 2025, adoptée le 16 novembre en cours par le Conseil de la Nation et le 13 du même mois par l'Assemblée populaire nationale. La loi de finances pour l'année 2025 prévoit plusieurs mesures destinées au soutien à l'investissement, à l'économie nationale, à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen ainsi qu'à l'amélioration du cadre de vie du citoyen. Et le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce dimanche une visite officielle à l'État du Koweït à l'invitation du général de corps d'armée Bandar Salam Al-Mouzaïn, chef d'état-major général de l'armée koweïtienne. Lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et l'armée koweïtienne, les 2 parties examineront les questions d'intérêt commun. Le Front social au Maroc voit davantage d'escalade à la lumière des conditions sociales et économiques explosives qui a généré un état de colère et de ras-le-bol parmi les Marocains, y compris les retraités qui souffrent de fragilité et de discrimination. Le réseau marocain des organisations de retraités a lancé un appel à tous les retraités, hommes et femmes, dans tous les secteurs professionnels et toutes les organisations professionnelles dans le royaume, y compris ceux qui sont sur le point de prendre leur retraite, à manifester devant le Parlement le 30 novembre. Il s'agira donc d'une protestation contre l'exclusion de toutes les retraites d'augmentation pendant 25 ans, mais également contre la détérioration générale pour tous les services. Le Soudan, dévasté par la guerre, est victime de la plus grande crise humanitaire de la planète. C'est ce qu'a affirmé le chef d'une ONG norvégienne, fustigeant l'indifférence de la communauté internationale.
Feel it is as we are all part of a countdown. J'ai le sentiment que nous faisons tous partie d'un compte à rebours vers la famine, ce qui est totalement inacceptable en 2024. C'est la plus grande crise humanitaire de la planète, la plus grande crise de la faim, la plus grande crise du déplacement. 14 millions de personnes fuyant leur maison et le monde s'en désintéresse, le monde néglige ce qui se passe ici. Et ce drame en République démocratique du Congo, un éboulement a fait samedi une dizaine de morts à Nyabibwe, dans la province du sud de Kivu, lors de fortes pluies. Selon des témoins, le sol et les maisons construites en terre battue ou en bois n'ont pas résisté à la pression des courants d'eau provenant des collines. Des secouristes de la Croix-Rouge et des jeunes volontaires continuent de fouiller les lieux à la recherche de victimes. Autre drame sur le continent, au moins 22 Somaliens ont péri après le naufrage de 2 embarcations transportant des migrants au large des côtes de Madagascar dans l'océan Indien. L'ambassadeur somalien auprès de l'Union africaine, cité par des médias locaux, a indiqué que les embarcations transportaient 70 personnes, tous de nationalité somalienne, confirmant que des corps avaient été repêchés samedi sans donner la date exacte du naufrage. Et seulement quelques jours nous séparent du top départ des élections présidentielles en Namibie, prévues pour le 27 novembre. Un scrutin qui s'annonce très serré pour le SWAPO, le parti au pouvoir. La 25e édition des Journées théâtrales de Carthage a été ouverte samedi à l'issue d'une cérémonie officielle dans la ville de Tunis. Cette édition compte bien souligner le rôle du 4e art dans le traitement des questions de conflits contemporains. Maria Chouyer. Hier soir, au théâtre municipal de Tunis, le rideau s'est levé sur la 25e édition des Journées théâtrales de Carthage. Sous le thème « Le théâtre et la résistance, l'art et la vie ». Un festival incontournable qui met à l'honneur le théâtre sous toutes ses formes. Ce rendez-vous culturel majeur, pilier du paysage artistique tunisien avec sa dimension arabe et africaine et son ouverture sur le monde, célèbre cette année 41 ans d'existence. Le théâtre dans son ensemble est un acte de résistance capable de décrire la réalité, d'envisager l'avenir et de fournir un contenu intellectuel substantiel aux citoyens arabes. Les journées du théâtre de Carthage nous impressionnent toujours par leur lecture de cette réalité. La 25e édition du festival se distingue à travers sa portée internationale. 125 représentations provenant de 32 pays, dont 12 sont en compétition officielle. Les journées du théâtre de Carthage mettent l'accent sur le génocide sioniste qui continue de ravager la Palestine, en particulier l'enclave de Gaza, depuis plus d'1 an. Dieu merci, je suis reconnaissant de faire partie d'un festival dont le slogan est la résistance, où vous pouvez parler, exprimer votre opinion et parler de ce qui nous arrive à tous dans les pays arabes, en particulier dans mon cher pays, la Libye. La guerre qui s'est produite devait être soulignée, en particulier dans la période d'après-guerre et post-traumatique. Cette édition n'est pas seulement un événement culturel, mais une plateforme pour la justice, la beauté et les causes humanitaires. Il s'agit d'un carrefour culturel où le public pourra découvrir des formes de théâtre souvent inédites qui permettent de réfléchir sur les grandes questions contemporaines à travers le prisme de la scène théâtrale. Le festival lui-même porte une attention à la cause palestinienne et à ce qui se passe au Liban. Je crois, comme d'habitude, la Tunisie est toujours à l'avant-garde de ces questions. Personne ne peut nous surenchérir sur ce sujet. C'est la nature des artistes qui y participent, ainsi que la nature du pays et de ses habitants.
Le public concentré et émerveillé par tous ces personnages qui montent sur les planches, il s'identifie à eux et matche ses émotions à celles exprimées à travers la palette des pièces présentées. Le théâtre de Tunis continuera à illuminer la ville jusqu'au 30 novembre prochain. Dans le reste de l'actualité, la COP29 s'est finalement achevée dans la nuit de dimanche sur un accord. Les pays développés se sont engagés ce dimanche à payer 300 milliards de dollars par an à compter de 2035 pour les pays menacés par le changement climatique. Une somme censée les aider à se sevrer du charbon, du pétrole et du gaz qui provoquent la surchauffe de la planète. Je prends maintenant la 11e réunion de la CMA. J'invite les parties à passer au point 11. À l'ordre du jour, nouvel objectif collectif quantifié sur le financement de la lutte contre le changement climatique. J'invite la CMA à adopter le projet de décision figurant dans le document CMA 2024, ligne 22. Un accord qui a néanmoins pas fait l'unanimité et qui a suscité des réactions mitigées. La déléguée du Nigeria aux négociations sur le climat à Bakou a d'ailleurs qualifié ce dernier d'insulte et de plaisanterie. I take note of your statement. Nigeria, you have the floor. Si nous rentrons chez nous avec 300 milliards de dollars et que nous disons que les pays développés prennent les devants, c'est une insulte à ce que dit la Convention. Il a également déclaré que les pays développés prendraient l'initiative et que cette initiative concernerait le financement de la lutte contre le changement climatique. Le fait que le pays en développement dise qu'il prend la tête avec 300 milliards de dollars jusqu'en 2035 est une plaisanterie et ce n'est pas quelque chose que nous devrions prendre à la légère. Je ne pense pas qu'il faille applaudir et nous forcer à le faire. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que nous devrions y réfléchir. Pour sa part, le chef des négociateurs du groupe africain Ali Mohamed a regretté un engagement financier trop faible et trop tardif après l'accord prévoyant que les pays riches fournissent 300 milliards de dollars par an de financement climatique aux pays en développement. Les détails, Sohila Kilal. Un engagement financier trop faible, trop tardif et trop ambigu dans sa mise en œuvre. C'est dans ces mots que le chef des négociations du groupe africain Ali Mohamed a qualifié l'accord prévoyant un financement climatique de 300 milliards de dollars par an au profit des pays en développement. Nous quittons Bakou en sachant que nous avons réalisé des progrès dans certains domaines, mais que ce que nous avons obtenu est loin d'être à la hauteur de nos espérances. Cet engagement financier de pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, du Japon et de la Nouvelle-Zélande, sous l'égide de l'ONU, vise à augmenter de 100 milliards aujourd'hui à au moins 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035. Leurs prêts et dons aux pays en développement. De l'argent pour s'adapter aux inondations, aux canicules et aux sécheresses, mais aussi pour investir dans les énergies bas carbone. Il est clair que les Occidentaux, dont les Européens, premiers bailleurs mondiaux de finances pour le climat, n'étaient pas prêts à aller au-delà de ce montant en période de resserrement budgétaire, mais malgré cela, ils estiment avoir contribué à un résultat historique. Oui, 300 milliards de dollars n'est qu'un point de départ. Nous sommes reconnaissants à l'Alliance des petits États insulaires et aux pays les moins avancés de la confiance qu'ils nous témoignent. Et je vous assure que nous tiendrons nos promesses. De leur côté, les petits États insulaires, par la voix de Cédric Schuster, ont dénoncé un processus multilatéral regrettant un manque de volonté de répondre aux besoins des pays en développement. L'Alliance des petits États insulaires est préoccupée par le manque de volonté de répondre aux besoins des pays en développement vulnérables.
L'accord par consensus des 195 membres de l'accord de Paris a été donc acté à Bakou, malgré des négociations mouvementées et un sentiment général d'insatisfaction. D'ailleurs, plusieurs pays, dont Cuba, la Bolivie, la Suisse ou encore le Chili, ont pris la parole pour des réclamations. La déléguée indienne a, elle, ouvertement accusé le président de la COP29 d'avoir ignoré ses objections et fait adopter l'accord par consensus, malgré sa demande. Renforcement des relations entre Moscou et Ankara. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont eu ce dimanche un échange téléphonique au cours duquel les deux hommes ont évoqué la coopération bilatérale économique et commerciale entre leurs deux pays. Du nouveau sujet du missile stratégique russe tiré sur l'Ukraine jeudi dernier, un missile en guise de réponse à l'utilisation de missiles américains et britanniques à longue portée pour frapper en profondeur le territoire russe. Ce qui est certain, c'est que le conflit en cours vient de basculer vers un point alarmant. Karim Bouaziz. On en sait un peu plus au sujet du missile tiré par la Russie sur l'Ukraine survenu jeudi dernier. C'est tout d'abord lors d'une allocution à la nation qu'on apprend de la part du président russe Vladimir Poutine l'information. Ses forces ayant ciblé avec un nouveau missile balistique de moyenne portée et sans charge nucléaire la ville ukrainienne de Dnipro. Une allocution inquiétante puisque Poutine décrit que le conflit avait pris un caractère mondial et que le missile Orychnik, noyé en russe, avait frappé un site du complexe militaro-industriel ukrainien. Il s'agit d'un missile intercontinental d'une portée avoisinant les 5500 km. Autre aspect, l'engin contient des dispositifs manœuvrant dans les airs, ce qui accroîtrait la difficulté d'interception. Selon Poutine, dans son bref discours, les systèmes de défense aérienne actuellement disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe n'intercepteraient pas ces missiles. Une vidéo du tir russe diffusée sur les réseaux sociaux montre 6 puissants flashs successifs tombant du ciel au moment de l'attaque, signe, d'après les experts, que le missile transporte au moins 6 charges. En théorie, cela prouve la possibilité d'équiper ce type d'engin de plusieurs têtes nucléaires ou conventionnelles qui suivent chacune une trajectoire indépendante lors de leur entrée dans l'atmosphère. Le moment de l'expérimentation de cette arme n'est pas anodin. Quelques jours après le feu vert donné par les Américains à des tirs de profondeur sur le territoire russe. De plus, le ministère russe de la Défense a annoncé jeudi avoir abattu 2 missiles de croisière Storm Shadow de fabrication britannique. Concernant le missile Orychnik, les États-Unis auraient informé l'Ukraine et ses alliés sur la possibilité d'utilisation de cette arme. Le président américain démocrate sortant Joe Biden semble décidé à utiliser le temps qui lui est imparti avant le changement du 20 janvier prochain à la Maison-Blanche pour muscler l'assistance à l'Ukraine, à travers les fournitures militaires comme les mines antipersonnelles et surtout donner carte blanche à l'Ukraine pour l'utilisation de missiles à longue portée fournis par les États-Unis, ce qui constitue un changement stratégique majeur. Preuve que l'Occident va poursuivre encore un peu plus sa série de provocations à l'endroit de Moscou, a précisé que selon la doctrine militaire russe, celle-ci se définit comme strictement défensive. Une pensée lucide prévoyant l'utilisation des armes nucléaires en réponse à l'utilisation d'armes nucléaires opposées seulement. Seulement également lorsque l'existence de l'État russe ou ses institutions serait menacée. De ce fait, Vladimir Poutine a haussé le ton, mais démontre que la Russie était parée à tous les scénarios éventuels, à l'Occident de choisir le caractère du conflit en cours. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce dimanche en Italie pour sa dernière réunion du G7 sous l'administration Biden. Le sommet qui se tiendra à proximité de Rome portera sur les conflits en Ukraine et à Gaza, ainsi que sur les relations entre les États-Unis et la Chine et la diplomatie au Moyen-Orient. Les Roumains ont voté ce dimanche au premier tour de la présidentielle dans un climat social tendu qui pourrait favoriser le candidat d'extrême droite et marquer un tournant nationaliste dans ce pays d'Europe orientale.
Le Premier ministre social-démocrate roumain et principal candidat à la présidence a voté lui aussi ce matin, déclarant avoir voté pour une Roumanie plus stable et plus équilibrée. On l'écoute. J'ai voté pour une Roumanie où les Roumains ont un niveau de vie décent. Et enfin, j'ai voté pour une Roumanie dont le président travaille pour le pays et pour son peuple. J'ai voté pour de nombreuses autres victoires des Roumains et de la Roumanie, comme la dernière victoire il y a quelques jours, l'adhésion complète à l'espace Schengen. J'ai voté pour la stabilité, pour l'équilibre et l'équité sociale, mais aussi et surtout pour la paix. Intempéries, des habitants du nord-ouest de l'Irlande ont évalué ce dimanche les dégâts causés par la tempête Berthe. Certains gardent des sacs de sable à l'extérieur de leur propriété alors que de nouvelles pluies sont prévues dans la soirée. Vers 6h30 du matin, la rivière est sortie de son lit derrière nous et s'est écoulée le long de la rue principale, en inondant tous les bâtiments et les maisons le long de la rue. Les bâtiments situés dans la rue ont subi de nombreux dégâts, de même que plusieurs maisons, et mon bureau a été endommagé. C'est un bureau, ça va, mais il y a quelques maisons d'habitation ici qui ont été endommagées. Et les gens doivent être hébergés temporairement à cause de ça aussi. L'eau s'est retirée, mais nous attendons de très fortes pluies. C'est pour ça que les sacs de sable sont toujours en place. Nous espérons pouvoir protéger le reste des maisons. Les gens sont désemparés. Ils sont vraiment bouleversés par ce qui s'est passé. Beaucoup d'entreprises ont été fermées et beaucoup de membres de la communauté locale ont été dévastés par cette catastrophe. Des milliers d'Espagnols ont envahi samedi soir les rues du centre de Barcelone pour protester contre la pénurie de logements et l'augmentation du coût de la location des appartements. Ils réclament une baisse de 50% des loyers et appellent à la grève si la situation du logement ne s'améliore pas. Quan parles? No, la Sílvia Portuguesa. Voleu? Sí, gràcies. L'embocador també? Vale. No negoci! És un dret! No negoci! Nous dépensons la moitié de notre salaire en loyer. Au cours des 10 dernières années, le prix du loyer a doublé, ce qui signifie que nous travaillons 8 heures par jour et 4 heures par jour uniquement pour notre propriétaire. Cela doit cesser. Nous avons essayé de convaincre les politiciens de prendre des mesures sévères, mais ils ne l'ont pas fait. Alors nous disons aujourd'hui que c'est fini. S'ils ne baissent pas le prix du loyer, nous le ferons. Le logement est un droit, mais ici, louer un appartement quand on est jeune pour pouvoir devenir adulte indépendant est impossible. Les loyers payés dépassent le salaire minimum pour des espaces très petits et précaires. Les prix sont vraiment abusifs dans le centre de Barcelone. On ne peut pas les payer avec le salaire d'un ouvrier. Ils chassent les gens de Barcelone.
demostrando a la gente de Barcelona. 5 magistrats, 3 juges et 2 procureurs et 1 militaire ont été arrêtés au Venezuela lors de la neutralisation d'une nouvelle conspiration contre le pouvoir du président Nicolás Maduro. On écoute justement les propos du ministre vénézuélien de l'Intérieur. Un fusil M4, hay 8 fusiles AK-47, hay 6 fusiles M16 de fabricación. Une nouvelle conspiration, une nouvelle conspiration, une nouvelle opération contre le pays, une nouvelle opération de déstabilisation qui a son origine dans l'état de Zulia. Une partie du plan consistait à livrer des armes et des explosifs à des personnes détenues dans les prisons. Monsieur Pedro Velasco Prieto, qui était président du circuit judiciaire pénal de l'État de Zulia, Madame Morelis Vilches Prieto, juge de l'État de Zulia, Madame Mariol Plaza Hernandez, juge de l'État de Zulia, Francesco Javier Urdaneta, 5e procureur du ministère public, José Gregorio Rondo Munoz, procureur principal de l'État de Zulia, sont en détention. Les Uruguayens ont voté ce dimanche pour le second tour d'une élection présidentielle qui s'annonce serrée entre la gauche parrainée par son icône José Pepe Mujica et la droite du sortant Luis Lacalle Pou, avec l'emploi et la hausse de la criminalité au centre de leurs préoccupations. Et le gouvernement pakistanais a renforcé la sécurité à l'extérieur de la zone rouge d'Islamabad après que le parti d'opposition, le PTI, a appelé à manifester. Ce parti est dirigé par l'ex-premier ministre Imran Khan. Un incendie a ravagé un quartier résidentiel de Manille. Des images diffusées par le Bureau de réduction et de gestion des risques de catastrophe de Manille aux Philippines montrent des flammes engloutissant des maisons à Tondo avec d'épais panaches noirs s'élevant dans le ciel. Et puis on finit par le sport. La légende Max Verstappen a été sacré champion du monde de Formule 1 pour la 4e fois consécutive à l'issue du Grand Prix de Las Vegas, remporté samedi soir par George Russell devant son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton. Et voilà, Madame, Monsieur, c'est sur ces images que nous nous quittons aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.